Bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais remercier Thomas Romer et aussi Hervé Gonzalez. Les sujets de ces colloques est certes très captivant et très à la mode depuis que les études du genre ont fait leur apparition dans la recherche sur le Proche-Orient ancien et la Bible, très en retard par rapport à d'autres domaines quand même. On pourrait dire que les fictions cinématographiques ont avancé les études du genre, Cléopâtre par Liz Taylor ou La Reine des Saba par Gina Lollobrigida, si ces fictions n'étaient pas un prétexte pour raconter des histoires d'amour et finir ainsi dans les stéréotypes femme égale amour. La femme, même reine, ne peut qu'être vue par les hommes qu'à travers la fascination qu'elle exerce sur eux, malgré elle ou à propos. Les reines historiques d'Élisabeth d'Angleterre à la fameuse Sissi d'Autriche, à la reine anglaise d'aujourd'hui, ont aussi fait rêver et ont inspiré les portraitistes officiels. Alors, quelle était la situation dans la Mésopotamie d'il y a 5000 ans? L'époque ici choisie, appelée protodynastique 2 et 3, de 1750 à 2350 à peu près, merci, époque des Sumériens, est souvent considérée comme moins patriarcale que celle des Sémites. Les textes proto-dynastiques citent en effet beaucoup de noms féminins qui pourtant nous restent inconnus. À part Pouabi, connue à cause de la richesse de sa tombe, toutes les autres reines sont tombées dans l'oubli. Je me suis donc ici basée sur les inscriptions royales et sur les données archéologiques, notamment les représentations iconographiques des reines, pour chercher des données en visage à ces noms. J'ai traité toutes les femmes citées dans les inscriptions royales, donc non seulement les reines, mais aussi les princesses, les filles des rois. Mais c'est quoi, au juste, une reine? Dans les inscriptions royales, il y a deux termes, épouse du roi, sumérien dame, et reine, sumérien nin. Dame traduit l'acadien ashatu, épouse, et l'acadien mutu, époux, puisque les Sumériens ne distinguent pas masculin-féminin, mais seulement animé-inanimé. Les signes nin, c'est li et resh, qu'on correspond à l'acadien beltu, madame, ou charatu, reine, et c'est les nin quand il correspond à sœur ou propriétaire. Sur les 21 femmes connues, que vous pouvez voir ici dans les tableaux A, connues par les inscriptions, 3, Kubaba, Puabi et Paba seulement sont définies reines. 12 sont mentionnées comme épouses des rois, Akalam, Alma, Ashurmen, Ashur-Sikilam, Barirnum, Bar-Namatara, Emzantu, Em Bar-Absu, Nintur, Papa et Paun. La formulation n'est pas anodine. Quand les titres ne dépendent pas de leur époux, on pourrait penser que ces femmes ont exercé effectivement les pouvoirs. En effet, il est d'habitude, dans les inscriptions officielles, de donner les titres par rapport à l'ordre d'importance. Ainsi, l'époux d'une déesse sera présenté comme son époux dans les inscriptions, mais jamais l'on pourra dire que la déesse est son épouse. En effet, l'une des 3 femmes définies nin, Kubaba, est la seule reine citée dans la liste royale sumérienne dont elle a dû exercer réellement un pouvoir politique. La liste lui attribue un règne très long, 100 ans, mais ses prédécesseurs auraient régné selon la même liste entre 1560 ans et Tana et 60 ans. Et Kubaba, connue aussi par un omen et par quelques mentions dans d'autres textes, est présentée comme cabaretière. C'est une manière peut-être de souligner son origine modeste, ou c'est une allusion à un quelconque rapport avec la prostitution sacrée, vu que la boisson est souvent liée à l'acte sexuel, comme montre par exemple cette image, et donc à une charge sacerdotale précédant l'élection à reine. D'ailleurs, au moins pour ces anciens rois, certains ont exercé la fonction sacerdotale avant de devenir roi, comme Entarzi, qui devient roi des Lagash pendant 5 ans. De même, Ashur-Sikilam, l'épouse d'Akalandu, roi d'Ur, porte un nom qui voudrait dire « son père est un purificateur ». Je ne peux pas vous donner des dates précises pour tous ces rois, vous tenez compte qui ont vécu entre 2600 et 2400, parce que les dates ne sont pas encore très bien connues.
mais ni Puabi ni Paba n'y rentrent dans la liste royale sumérienne. Alors, est-ce qu'elles ont vraiment régné? La situation est encore plus complexe. Une reine, Nintur, épouse de Mésanépade, qui dans une inscription se dit dame, femme de, dans une autre se dit Nin, reine. Alors, soit les inscriptions font référence à deux moments différents, l'un dans lequel la femme dépend de son mari, le roi, et l'autre dans lequel, étant le roi absent, en voyage ou mort, elle a le titre royal, soit la circonstance particulière, une inscription votive personnelle, donne le droit à l'épouse royale de se présenter comme reine et non simplement comme femme des rois, mais sans avoir eu un réel pouvoir politique. La situation est encore plus complexe quand cela arrive dans un sous-cylindre trouvé à Our. L'inscription utilise ensemble Nin, reine, et dame, épouse. Les Sodour dit Nimbanda, Nin, dame, Mésanépade, c'est-à-dire Nimbanda, la reine, épouse de Mésanépade. Dans les inscriptions royales, 5 femmes, Abda, Djemebaba, Medjirimta, Nin, Nemetbare et Ninuzu, sont dites filles des rois, sumériens d'Umu. Donc, elles n'exercent pas les rôles des reines, mais de toute évidence, leur position est supérieure à celle de leur époux, dont aucune d'entre elles n'est appelée l'épouse. Au contraire, c'est le mari de Medjirimta qui est cité comme son époux, et pas l'inverse. Enfin, une seule femme, Gan Kugeksig, est prêtresse. Les faits qu'elle apparaisse dans les inscriptions royales, qu'elle soit vouée dans les grands centres religieux auxquels les rois acadiens et ensuite néo-sumériens consacreront leurs sœurs et filles, et qu'elle soit enterrée dans les cimetières royaux d'Ur, rend très vraisemblable qu'elle soit fille ou sœur ou petite-fille des rois. Donc, sur 21 femmes, 15 sont reines, c'est-à-dire épouses ou reines, et 6 princesses. Les rois citent plus souvent ces femmes que ces filles, ou alors les épouses ont plus de raisons d'écrire un texte à leur nom que leurs filles. Mais la situation est complexe. Pourquoi le roi Urnanché insère dans la liste de ses enfants une seule de ses filles, Abda, dans un texte, et dans une autre inscription, son épouse et une autre fille, Ninuzu? Il y a probablement ces raisons des terres en partie de sa descendance, mais cela prouve que la documentation actuelle n'est pas complète. Et ce n'est pas parce que les rois fait quelque chose qu'elle n'existait pas. Les inscriptions royales avaient des buts bien précis et distincts d'autres textes. La seule prêtresse connue vient d'Ur. Les 3 reines, une d'Ur, une de Kish et une de Marie, les 5 filles des rois, de Lagash, Uruk, Marie, et les 12 épouses royales, Marie, Lagash, Ur, Uma, Uruk, Nippur. Si les femmes épouses des rois et filles des rois proviennent de toute la Mésopotamie, du nord au sud, les titres des reines est plus circonscrit. Une ville à l'extrême sud, Ur, une ville dans la partie la plus septentrionale du sud, Kish, et une au nord, Marie. C'est peut-être un hasard, mais Kish, c'est la ville où, tout juste après les déluges, la royauté descendit du ciel, comme dit la liste royale sumérienne, où Sargon d'Akkad était grand et chanson du roi avant de prendre le pouvoir. Et le terme Sharkishati, roi de Kish, désignera la royauté sur toute la Mésopotamie et puis sur la totalité du monde connu. Ur, c'est la ville où il y a les cimetières royaux aux époques dynastiques, et c'est la ville aussi qui deviendra ensuite la capitale de l'empire héritier d'Akkad. Et Marie est la grande ville au croisement des routes d'Irak, Syrie, Anatolie, Iran et la Méditerranée. C'est donc pas peut-être un hasard. Cela voudrait dire, en somme, que les titres des reines seraient surtout utilisés dans les États les plus puissants et plus peut-être au sud qu'au nord. À part une, les inscriptions sont toutes courtes, puisqu'essentiellement votives, dédiées un objet à une divinité. On a en effet 12 inscriptions royales votives, 6 des propriétés, 3 des constructions et une historique ou pseudo-historique. Les tableaux continuent aussi dans la slide suivante.
Cette inscription sur 22 sont écrites par des hommes, époux, fils ou sujets du roi, mais la majeure partie, 68,2%, sont écrites par des reines ou princesses elles-mêmes. Une inscription de grand intérêt est celle d'Ashurmen, femme d'Annaton Ier, car bien que très peu conservée, elle est sur un clou de fondation intercuite retrouvé à la surface du tel de Lagash, donc pas un contexte archéologique assuré. Il est donc possible qu'ici, on ait pour la première fois une femme impliquée d'une manière ou d'une autre dans une construction, ce qui est l'œuvre par excellence du roi. Une autre inscription très intéressante, et la seule un peu longue, est celle de Bara Irnum, épouse du roi d'Umma. Cette reine dédie un objet à une divinité en citant toute sa généalogie. Elle s'est dit femme d'E, fille d'E, petite fille d'E, et cette manière de procéder est calquée sur le modèle des inscriptions masculines, roi, fils d'E, petit-fils d'E, etc. Géraldine Gadot, qui a étudié 160 inscriptions du 3e au 1er millénaire avant Jésus-Christ, commanditées par ou citant des femmes royales, une centaine en tout, est arrivée à la conclusion que le genre n'a pas influencé les types d'inscriptions royales. En général, les femmes n'aiment pas se distinguer des hommes dans les inscriptions. Certaines arrivent même à se présenter comme des hommes ou à vouer des objets considérés comme typiquement masculins. Masse votive encore à l'époque néo-sumérienne qui est dédicacée par une femme. D'autres copient les formulaires et la structure des inscriptions des rois, comme montre l'exemple montré ici. Alors, le genre est moins important que les rangs sociaux et la fonction de ces femmes. Donc, notre point de vue est déjà biaisé si on voulait faire des études du genre. Bien sûr, les inscriptions royales n'épuisent pas à elles seules la connaissance possible. Les reines des Blas ne sont jamais citées dans les inscriptions royales, mais elles sont très bien connues par les textes administratifs. J'essayais alors de voir si d'autres femmes étaient citées dans d'autres types de sources, et effectivement, je n'ai trouvé, même si les catalogues risquent de ne pas être complets. En effet, dans certaines inscriptions royales, comme par exemple dans les inscriptions de Mess Kigala, roi d'Adab, on cite la femme et les enfants du roi de manière très vague, sans citer leur nom. Dans ces cas, on voit bien les rôles secondaires de la reine, annexés au roi. Aujourd'hui, cela serait vu comme résultat d'une conception machiste selon laquelle la femme n'est que la possession de l'homme. Mais pour l'ancienne Mésopotamie, c'est rien que de plus banal. Pourtant, les autres textes trouvés permettent d'élargir notre connaissance. Varanamtara, épouse de Lugalanda, roi d'Agelagash, citée dans les inscriptions royales, est aussi connue dans les archives des Jirtsu. Son époux, Lugalanda, avait par ailleurs 2 filles, pas sûres avec Varanamtara, qui ne sont pas citées dans les inscriptions royales, Gemenanche et Munus Saga. Ninbanda, la reine, est connue par 3 sous-cylindres. Dans 2, elle est présentée à la fois comme reine et comme épouse de Misanépade, et dans l'autre sceau, en revanche, elle se définit la reine. Est-ce qu'ici, de nouveau, on aurait 2 phases différentes, une sans et l'autre avec réel pouvoir politique? Mais ce qu'il faut souligner dans tous les cas est qu'il s'agit toujours d'Ur. Et dans cette ville, ainsi qu'à Kish, les femmes royales semblent avoir eu un statut un peu différent des autres villes mésopotamiennes. Ninilizusu, la femme d'Entemena, est très attestée dans les textes économiques où elle semble avoir joué un rôle important. Dimtur, la femme d'Enentarzi, roi de Lagash, elle aussi, elle est attestée par d'autres textes comme Shasha, la femme d'Urkagina. Enfin, les rois Urnanché, donc on commence à connaître bien la famille composée de nombreux enfants et de plusieurs épouses, avaient entre autres comme femme Ebara Abtsu et comme fille Lida. Ainsi, en tenant compte des différents types de sources, les tableaux concernant les reines et les prêtresses et princesses s'agrandit d'une dizaine d'autres personnes, 28 au total, 3 filles des rois, 3 épouses du roi et une autre reine. Et dans la représentation artistique, comment apparaissent les reines? En absence d'inscription accompagnant les représentations, il est difficile de les dire. Certes, on a beaucoup d'images des femmes, un nombre certainement inférieur aux hommes à cette époque, mais consistant tout de même.
mais sans une inscription qui puisse les identifier, il est difficile de pouvoir leur attribuer une identité. Dans les pays limitrophes de la Mésopotamie, comme par exemple en Syrie, où les élites sont nées au IVe millénaire par stimulation du contrôle des matières premières voulu par les Sud-Mésopotamiens, les rois et ses femmes sont mieux caractérisés par l'habillement, par les couvre-chefs, par les symboles de pouvoir tenus dans les mains. Ces rois et les femmes aussi se distinguent mieux des autres notables. En revanche, les rois mésopotamiens restent un peu confondus parmi les autres notables de l'élite. Pas de vêtements spécifiques, pas d'objets spécifiques dans les mains. Seules les inscriptions peuvent mieux les identifier. Idem pour les femmes. Une autre idée largement diffuse est que la Mésopotamie se distinguerait des autres pays limitrophes, car les rois et sa famille choisiraient les temples comme lieu privilégié des représentations du pouvoir, tandis qu'en Syrie, c'est plutôt les palais. Cette idée, en partie vraie, doit être pourtant nuancée. En effet, peu de palais sont connus pour cette époque, mais ils ont déjà donné plusieurs représentations d'hommes et de femmes qui sont vraisemblablement des rangs royaux. Par exemple, du palais A de Kish proviennent 5 figurines en coquille qui ressemblent fortement à celles retrouvées à Ebla et qui servaient pour des représentations célébrant la royauté. Elles sont en train de marcher ou tiennent debout une coupe à la main, donc elles sont en train de participer à un banquet. Elles sont habillées d'une tunique lisse qui laisse découverte l'épaule droite, exactement comme dans les statues en pierre de cette époque. Et elles sont très bien coiffées, cheveux ramassés sur la nuque, petits boucles retombant sur les côtés du visage. Elles portent des bijoux, signe de leur prestige social. Même les rois, pourtant, portent des bijoux. Encore ici, une autre catégorie moderne sexiste qui ne peut pas s'appliquer à la Mésopotamie ancienne. D'autres représentations des figures féminines royales ont été retrouvées à Tel Asmar. Parmi les 12 statuettes découvertes dans les temples d'Abou, 2, un homme et une femme, se distinguent nettement des autres par la taille et par certains détails, comme les yeux énormes. Parfois identifiées comme des divinités, elles ont pourtant la posture de leur rang et ne se distinguent pas par type iconographique ni par symbole des autres statuettes avec lesquelles elles ont été retrouvées. Donc, comme suggérait déjà Agnès Piquet en 1981, il s'agit sans doute du roi et de la reine. Malheureusement, à cette époque, proto-dynastique 2, donc 2750-2600, les inscriptions sur les statues sont rarissimes et ainsi nous ne pouvons pas leur attribuer un nom. Les plaques en pierre proto-dynastiques et les sous-cylindres proto-dynastiques représentent des femmes participant au banquet. Même s'il n'y a pas d'inscription, ces femmes appartiennent à l'élite, car seulement des femmes du rang pouvaient prendre part au banquet. Reste pourtant la question de savoir si elles sont des reines ou des filles, sœurs ou petites filles des rois, ou simplement appartenant à l'élite. Dans quelques rares cas, il n'y a presque aucun doute que la représentation concerne les couples royaux. Dans la tombe des Pouabi, effectivement, vous avez les sous-cylindres qui portent son nom et qui est aujourd'hui au British Museum, représentent une scène des banquets. Mais vu les dimensions, il est difficile de se faire une idée de l'allure même des Pouabi, pour laquelle plusieurs propositions de restitution des parures ont été avancées. De même, dans les plaques perforées d'Ournanché, tout en position stratigraphique très délicate, les personnages sont accompagnés d'inscriptions qui permettent l'identification des personnages. Ainsi, on connaît un peu la physionomie des dames dont on vient de parler, ce qui nous les rapproche un peu plus. Les visages aussi pour les Mésopotamiens et les centres de la personnalité, c'est pour cela qu'ils cassaient toutes les statues lorsqu'ils voulaient effacer les souvenirs des souverains. Enfin, on a la chance de disposer également de quelques images des prêtresses, surtout des maris, habillées plus à la syrienne qu'à la mésopotamienne, mais toujours distinctes des femmes communes par l'habillement et surtout par les sous-cylindres qu'elles affichent à une époque, par exemple ici, à une époque où encore pour les hommes, c'était difficile d'en posséder un. De toute évidence, il s'agit des femmes de l'élite, certaines probablement d'origine royale.
Et d'autres images aussi féminines retrouvées dans les temples à Marie et à Dab sont plutôt des personnages royaux. Donc, de nouveau, dans la représentation officielle des reines et princesses, on retrouve quasiment les mêmes villes que celles des inscriptions royales, Kish, Marie et Jumna. À la fin de cette analyse, peut-on dire alors que les reines sumériennes avaient plus de pouvoir que les reines sémites? Voilà une question qui a tous les mérites de l'absurde, car ça, c'est la manière typique de penser aujourd'hui, mais la question ne se posait pas dans l'Antiquité. Les chercheurs oublient souvent que c'est la manière d'analyser les sources et de les questionner qui peut influencer les résultats de la recherche, qui peut donc biaiser les résultats. Dans l'ancienne Mésopotamie, les pouvoirs est le pouvoir d'un homme, même au niveau linguistique. Si les Sumériens ne distinguent en général pas féminin et masculin, pourtant Nin, la reine, ne peut pas indiquer les rois. Ainsi, les reines les plus entreprenantes essayent de se présenter comme hommes, comme Hatshepsut en Égypte, lorsqu'elles veulent gagner le pouvoir. Il n'y a pas question de genre, il n'y a pas une supposée liberté majeure des femmes sumériennes par rapport aux sémites. En effet, comme on connaît des noms des reines et princesses pour le 3e millénaire, on les connaît aussi pour les 2e et les premiers. Mais à ce moment-là, il y a aussi une série d'archives concernant des femmes. De même, les reines qui ont clairement influencé la politique de leur époux ou fils sont les reines du 1er millénaire. Naki Hatzakut, ou épouse de Sennacherib, mère de Saladon, Samuramat, mais aussi Adad-Gupi, la mère des Nabonides. Il n'y a donc pas un problème ethnique, mais politique. C'est probablement à la vacance du pouvoir mâle, roi absent, roi mort ou faible, que certaines reines ont tenté d'exercer les pouvoirs. Et pour se justifier, elles se sont attribuées un rôle masculin. Elles n'ont surtout pas dit enfin, voilà une femme à la tête de l'État. Dans des situations de crise, comme prouvent aussi les contrats d'adoption, les femmes en Mésopotamie peuvent jouer les rôles d'hommes, mais seulement temporairement, sans aucune revendication sexiste qui en dérive. Alors, force est de constater que l'idée d'une période plus matriarcale dans les pouvoirs politiques autant que dans la religion est une reconstruction des hommes, archéologues ou historiens d'aujourd'hui. Ces derniers, en plaçant dans un passé très lointain une supposée phase de libre pouvoir féminin, éprouvent probablement une moins mauvaise conscience d'avoir longtemps exclu les femmes du pouvoir. Mais comme tout le monde sait bien, même si les hommes feignent souvent de l'oublier, l'homme n'est qu'une femme comme les autres. Alors, si j'avais encore le temps, je pourrais vous parler des rois du 3e millénaire qui sont souvent méconnus ou peu connus comme leurs femmes. Et je pourrais vous dire que certes, les études du genre ont eu le mérite de changer un peu la perspective, de regarder la réalité ancienne sous d'autres points de vue, mais ils l'ont aussi polluée, car ils sont très idéologisés et tous se forcent à regarder la situation ancienne d'un point de vue contemporain, ce qui est un anachronisme. Et franchement, depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, la situation des femmes a été toujours la même. Filles mariées, épouses, mères, grand-mères, c'est-à-dire considérées à tout moment de leur vie, de l'enfance jusqu'à l'âge mûr, pour leur pouvoir de reproduction. Il y a certes des exceptions qui, malgré les études du genre, restent encore aujourd'hui aux marges de l'éducation officielle d'État. Celles-ci oublient, disons de manière très opportune, de parler aux enfants des peintres, des sculpteurs, des compositeurs, des écrivains femmes, d'Artemisia Gentileschi, Elisabetta Sirani, Marietta Robusti, Fanny Mendelssohn, Camille Claudel, Sappho, Marie Schilling, Maria Grazia Deledda, Genostini et les autres. Une partie desquelles vous pouvez regarder dans la dernière diapo, si j'arrive à retourner. Des génies qui ont souvent payé de leur vie, de leur intégrité physique et psychique, leur passion. Mais l'histoire, encore aujourd'hui, n'est qu'écrite par les vainqueurs. Merci de votre attention.